Voilà, on va passer au dossier 3, un dossier de pédiatrie. Donc, Dominique, 8 ans, arrive aux urgences parce qu'elle ne peut subitement ni parler ni bouger les mi-corps droits. Cette petite fille droitière, elle est née au Congo. Elle est arrivée en France avec sa famille à l'âge de 4 ans. Elle n'a pas de carnet santé, mais sa maman décrit un épisode de faiblesse de l'hémicorps transitoire au cours de l'année précédente, donc il lui était déjà arrivé quelque chose. Elle décrit aussi que sa fille, depuis qu'elle est toute petite, elle a des crises douloureuses qui peuvent arriver un peu partout, qui peuvent durer quelques jours. À l'examen, elle est apyratique, elle a une pression artérielle normale, un pouls à 140 par minute, une pâleur cutanée ou muqueuse avec un subictère, une splénomégalie. À l'auscultation cardio-pulmonaire, c'est normal, et elle a donc une hémiplégie droite après dominance brachio-faciale, flasque, une hémi-hypoesthésie à droite. Elle est mutique, elle répond aux ordres simples, elle ne comprend pas les ordres complexes. Ses pupilles sont normales, elle tousse à la déglutition des liquides. Et à la biologie, elle a donc 6 grammes d'hémoglobine, des globules blancs à 10 000, des plaquettes normales, un VGM normal, des réticulocytes à 515 000, donc un peu élevé, et le scanner cérébral réalisé aux urgences est normal. Alors, quel est votre diagnostic lésionnel? Quelle est l'étiologie la plus probable sous-jacente? Pourquoi? Comment vous le justifiez? Donc, c'était un accident vasculaire ischémique, puisqu'on a un déficit neurologique récent brutal, avec un scanner cérébral normal, sur une hémiplégie, donc d'origine cérébrale. Accident vasculaire ischémique cérébral en voie de constitution, puisqu'il a moins de 24 heures. Superficiel, puisqu'il prédomine sur le brachio-facial, donc ça, c'est plutôt superficiel. Les profonds, je vous rappelle, vont être ce qu'on appelle proportionnels, c'est-à-dire qu'ils atteindront autant le membre supérieur que le membre inférieur. À gauche, l'accident est à gauche puisqu'elle est mise droite, probablement sur thrombose de l'artère cérébrale moyenne, puisque là c'est une atteinte motrice qui est dans le territoire de l'artère sylvienne ou cérébrale moyenne. Et donc elle a une hémiplégie droite, comme je vous l'ai dit, non proportionnelle, avec une aphasie. Donc c'est pareil, c'est des AVC superficiels qui donnent des troubles cognitifs comme les troubles phasiques pour l'hémisphère majeur et les négligences pour l'hémisphère mineur. Donc elle est chez une patiente droitière, donc on a donc un syndrome de l'hémisphère majeur. Je vous ai dit que c'était une apparition brutale, il n'y a pas de contexte infectieux et le scanner cérébral est normal. L'étiologie sous-jacente, fallait parler de drépanocytose homozygote. Homozygote puisque les hétérozygotes n'ont pas d'atteinte clinique. Le premier argument, c'est un argument de fréquence, c'est la cause d'AVC chez les enfants. S'il y a une cause d'accident ischémique cérébral chez l'enfant, c'est la drépanocytose. Ici, son origine est à risque, ethnie à risque. Ensuite, on a une étiologie dans l'anamnèse d'autres accidents ischémiques transitoires antérieurs, donc ça aussi c'est en faveur de la drépanocytose. Et les douleurs qu'elle évoquait, qui sont évocatrices de crise vaso-occlusive. En plus, sur le plan biologique, vous avez un syndrome anémique, avec une pâleur, une tachycardie et une anémie qu'on retrouve à la prise de sang, qui est normocytaire et régénérative avec des réticulocytes élevés, et en même temps un syndrome hémolytique avec un subictère et une splénomégalie, et encore une fois une anémie régénérative. Quels autres examens biologiques demandez-vous? Donc à son arrivée, en dehors du bilan standard qu'on va faire pour l'accident vasculaire cérébral, mais là il n'y a pas grand-chose à faire de ce côté-là, il va falloir faire le bilan de l'anémie, bien entendu. Donc la première chose à faire pour faire le diagnostic, ça va être l'électrophorèse de l'hémoglobine, et puis tout le bilan de l'anémie, donc frottis sanguin, aptoglobine, LDH, bilirubine, bilan martial, bilan des autres vitamines, donc vitamine B12 et folate. Ensuite, pour l'AVC, donc bilan pré-thérapeutique, ionogramme sanguin, urécréate et des tests hépatiques. Ensuite, vous allez faire un bilan pré-transfusionnel, si jamais vous avez besoin de transfusion. La première chose, groupe sanguin, donc phénotype Rhésus, de détermination. Les RAI pour pouvoir lui faire la transfusion. Et puis, on va faire un dosage quantitatif de l'hémoglobine S pour pouvoir contrôler le ratio hémoglobine S après la transfusion, et les sérologies et anticorps en pré-transfusionnel. Question 3. Vous confirmez votre diagnostic, l'enfant est hospitalisé. À J3, vous êtes appelé car elle fait une crise convulsive généralisée. Quelle est votre attitude initiale?
Donc la crise convulsive de l'enfant, c'est possible, hein, devant un AVC ischémique, c'est possible. La première chose, donc on assure la liberté des voies aériennes supérieures, position latérale de sécurité, oxygénation si besoin. On prend toutes les constantes, notamment la glycémie, ça c'est important, la glycémie de corriger une hypoglycémie devant toute crise épileptique, bien entendu. On note l'heure de début pour savoir combien de temps ça va durer. Et le traitement médicamenteux de la crise épileptique de l'enfant, c'est le Valium intrarectal à 0,5 mg kg qu'on peut renouveler une fois après 5 minutes si c'est nécessaire. Une fois que la crise est passée, vous allez pouvoir faire un examen neurologique complet pour voir si le déficit post-critique s'est majoré. On va faire un bilan biologique et d'imagerie, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et instaurer un traitement antiépileptique de fond pour éviter les récidives et surveillance. Et bien sûr, vous n'oubliez pas, dans tout enfant chez qui il se passe quelque chose, prévenir le responsable parental, puisque là, elle est hospitalisée, donc il va falloir prévenir le parent immédiatement. Question 4. 3 semaines plus tard, elle s'est stabilisée et elle est transférée dans un service de médecine physique et de réadaptation. Elle a toujours son hémiplégie droite, elle n'a pas de commande au membre supérieur, elle a une commande un peu faible au membre inférieur. Et depuis quelques jours, elle peut dire papa, maman et quelques mots. Décrivez les différents intervenants et leurs objectifs dans le programme de réadaptation. Alors, les intervenants, c'est toujours les mêmes. Faut penser aux intervenants spécifiques d'une patiente hospitalisée, donc il faut penser à l'équipe soignante. Ici, comme on est en pédiatrie, l'équipe soignante, c'est les infirmières, les puéricultrices, les auxiliaires de puériculture. C'est important parce que c'est elles qui travaillent surtout à l'autonomie de l'enfant, donc lui faire réapprendre les petites choses qu'elle savait faire, s'habiller, manger, etc. Ensuite, il y a les éducateurs, ça aussi c'est spécifique de l'enfant. Il va y avoir des éducateurs qui vont faire le suivi éducatif de l'enfant. Les kinés, comme je vous ai dit, les kinés ils font des amplitudes articulaires, ça c'est toujours la même chose. Lutte contre la spasticité puisqu'elle est spastique. Ils vont faire du renforcement musculaire, ça c'est sûr, je ne vous l'ai pas mis parce que surtout ce qui est important c'est la rééducation neuromotrice, c'est-à-dire travailler la commande. Ici le muscle n'est pas déficitaire, du côté droit finalement c'est la commande qui est déficitaire, donc on va travailler la commande musculaire. Et ça se fait par d'autres techniques que vous n'avez pas besoin de connaître, mais ça s'appelle rééducation neuromotrice. Donc vous pouvez mettre renforcement musculaire, c'est mieux de mettre rééducation neuromotrice. Ensuite, il va faire de la réadaptation à l'effort, comme j'ai déjà dit, mais avant de faire de la réadaptation à l'effort, il va falloir faire de la réadaptation à l'orthostatisme, puisqu'elle a été allongée assez longtemps. Donc il va falloir la réadapter, la mettre au fauteuil, voir comment elle le tolère sur le plan tensionnel, faire ça progressivement, pareil quand on la mettra debout. Rééduquer la paralysie faciale, ça ne marche pas très bien sur les paralysies faciales centrales, on continue. Toujours le kiné, il ne fait pas que du travail directement sur les déficiences, il fait aussi du travail fonctionnel, donc sur les activités. Et donc il va travailler l'équilibre, les transferts, comment on va du fauteuil au lit, du lit au fauteuil. Ensuite, si elle a besoin d'un fauteuil, comment on fait pour l'utiliser, faire des demi-tours, passer des marches, etc. Et puis ensuite, si elle peut, travailler la marche. Ensuite, deuxième intervenant, l'orthophoniste. L'orthophoniste, il a toujours les mêmes objectifs. Les techniques, vous n'avez pas besoin de les connaître. C'est déglutition, aphasie, si besoin, fonction supérieure, s'il y a besoin de travailler des troubles cognitifs. Ça, c'est surtout chez l'adulte. Surtout déglutition, aphasie chez elle. Mise en place d'un code de communication si c'est nécessaire. L'ergothérapeute, je vous ai dit aussi, je vais prendre une autre couleur, a toujours les mêmes objectifs. Rééducation, tâches orientées, ça on en a déjà parlé. Les activités de vie quotidienne, l'autonomie, c'est important aussi. Les aides techniques, les orthèses, on en a déjà parlé. L'adaptation de l'environnement aussi, on en a déjà parlé. Ici, ce qui est important, c'est le travail de relatéralisation, puisqu'on va, elle est droitière, si elle n'arrive pas à utiliser son membre supérieur droit, elle va se relatéraliser sur la gauche. Ça, c'est un travail qui est partagé avec la psychomotricienne. Donc ça, c'est surtout chez l'enfant, les psychomotes. On en voit rarement chez l'adulte et ils font surtout du travail un peu global, de coordination, de relatéralisation, là, puisque ça va être nécessaire, prise de conscience du corps. Donc du travail assez global, de prise de conscience du corps dans l'espace avec des jeux, surtout des jeux. Et ensuite, ce qu'on met tout le temps, donc les psychologues, les diététiciennes, assistantes sociales, médecins, les appareilleurs si c'est nécessaire. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Ok, question 5. Quelques jours après son arrivée, elle vient d'arriver. Maintenant, elle a une douleur abdominale très violente, apparue brutalement, avec des nausées, des vomissements. Elle a une fièvre à 38,2. Quel est le premier diagnostic à évoquer dans le contexte ? Et qu'est-ce que vous évoquez d'autre comme diagnostic? Alors, la douleur abdominale chez l'enfant drépanocytaire, la première chose à évoquer, bien entendu, c'est la crise vaso-occlusive, qui n'est pas du tout récusée par la fièvre.
Donc la première chose, c'est la crise vaso-occlusive. Ensuite, il va falloir évoquer toutes les étiologies de douleurs abdominales chez l'enfant drépanocytaire. Et les principales complications de la drépanocytose sur le plan abdominal sont la cholécystite et la salmonellose. On n'oubliera pas, parce que c'est un facteur de risque, la pneumopathie à pneumocoque qui peut être révélée par des douleurs abdominales. Et ensuite, on va évoquer maintenant les autres causes de douleurs abdominales fébriles chez l'enfant en général. Donc il y a les causes médicales d'un côté, les causes chirurgicales de l'autre. Chirurgicales, bien sûr, appendicite avec les complications qui vont avec. Médicales, gastro, pyélonéphrite, faut pas oublier, pancréatite, hépatite. Question 6. Après 3 mois, l'enfant a repris la marche. Donc elle marche maintenant avec une quintripote du côté gauche. Au membre supérieur, elle n'a toujours aucune commande. Et elle a une spasticité en triple flexion et pronation, douloureuse et gênante pour l'habillage. Qu'est-ce que vous avez comme ressources thérapeutiques de confort sur ce membre? Donc là, on est sur le membre supérieur, et donc c'est plutôt du confort qui est important, puisque elle ne peut pas l'utiliser elle-même. Donc en fait, le traitement de la spasticité, la première chose, bien sûr, ça va être la kinésithérapie. Encore une fois, posture, mobilisation, donc du travail d'amplitude articulaire avec toujours les mêmes techniques. Ensuite, il y a les orthèses. Donc ça, c'est confectionné par les ergothérapeutes. Les orthèses, ça peut être des orthèses de repos ou des orthèses de posture. Ensuite, dans les traitements médicamenteux, vous allez avoir les antispastiques. D'une part, les antispastiques par voie orale. Donc ça, c'est le baclofène. Il y en a un, principalement, c'est le baclofène lioresal. Les autres n'ont pas montré leur efficacité, sauf un qui est en autorisation temporaire d'utilisation. Donc le seul qu'elle a même et qui fonctionne vraiment, Péros, c'est le baclofène. Ensuite, il y a la toxine botulique qu'on injecte précisément dans les muscles imputables. Et là, c'est très important que vous ayez demandé l'accord signé des parents pour tous les gestes techniques, notamment la toxine botulique qui peut avoir des complications. Il faut demander l'accord des parents. Et en dernière intention, bien entendu, traitement chirurgical, encore une fois, après l'accord parental signé. Alors, question suivante. Elle a eu plusieurs mois de rééducation, elle a beaucoup progressé, mais elle a toujours besoin d'une rééducation intensive ainsi qu'une scolarité adressée. Au sein de quelle structure est-ce qu'on peut organiser la rééducation et la scolarité en même temps chez une enfant de 8 ans et quel organisme va gérer cette orientation? Alors comme toujours, de toute façon, dans le handicap, quand vous ne savez pas quel organisme vous adressez, c'est la MDPH, ça va être la diapo suivante, mais c'est la MDPH qui va choisir là où l'enfant va être adressé, sur recommandation des professionnels qui connaissent l'enfant, bien entendu. Donc la rééducation, elle peut soit se passer en ambulatoire, hein, la patiente, elle rentre à la maison, on lui fait les prescriptions, elle fait de la kiné en ville, kiné, ortho, psychomote en ville, selon ce qui est nécessaire. On peut aussi le faire en HDJ, bien sûr, hein, on peut poursuivre la rééducation en HDJ de rééducation, c'est pareil, c'est de la rééducation ambulatoire. Et puis en même temps que la rééducation, elle va avoir une scolarité en aménageant un peu ses horaires. Donc la scolarisation, elle se fait soit en milieu ordinaire, soit en milieu spécialisé. Un peu comme chez l'adulte où on dit milieu ordinaire ou milieu protégé. Chez l'enfant, on va dire milieu ordinaire ou milieu spécialisé. Le milieu ordinaire, donc c'est l'école où elle allait avant. Scolarisation en milieu ordinaire. Et pour l'aider, ça c'est un premier mot-clé, vous pouvez proposer une auxiliaire de vie scolaire. Donc ça c'est financé par la MDPH et l'auxiliaire de vie scolaire, elle va aider l'enfant à faire ses devoirs, à comprendre ce qui se passe puisqu'elle va avoir des troubles du langage, etc. Soit, si ce n'est pas possible, on va s'adresser au milieu spécialisé. Le milieu spécialisé en primaire, c'est des classes d'intégration scolaire. Donc c'est des classes qui sont au sein d'un établissement normal, qui s'appellent des CLIS, et qui sont spécialisées pour tel ou tel type de handicap. Il y a différents types de CLIS en fonction du type de handicap qu'elles accueillent. Donc classe d'intégration scolaire. Et tout ça, ça peut être coordonné. Alors, s'il y a beaucoup de prises en charge qui sont difficiles à coordonner ensemble, on peut faire appel à un service d'éducation spécialisé de soins à domicile, ça s'appelle le CESAD. Et le CESAD, en fait, il vient à domicile, déjà pour faire les soins de rééducation, et puis aussi pour faire la coordination avec la scolarisation, voire des cours à domicile, etc. Ça, c'est si la rééducation va se poursuivre pendant longtemps, ce qui est possible. Si elle n'a pas bien récupéré, elle peut avoir 1 an au moins de rééducation derrière. Et si elle va avoir besoin d'une rééducation un peu multidisciplinaire, ce qui peut être le cas aussi. Soit sinon, la rééducation, on ne la fait pas à partir du domicile en ambulatoire, on peut la continuer dans une structure. Donc ça peut être toujours l'hôpital de MPR ou l'hospitalisation de jour, comme je vous disais tout à l'heure, ou bien vraiment dans une structure, donc un institut, l'institutionnalisation,
Donc il y a des instituts pour tout type de déficience, hein, bien sûr, instituts pour déficients auditifs, visuels et compagnie. Et là, ça va être plutôt d'éducation motrice, puisque le problème, il est moteur chez elle principalement, donc institut d'éducation motrice. On va bien sûr privilégier le domicile. Et comme je vous ai dit, qui c'est qui décide ça? C'est la MDPH. Question 8, vous continuez à la surveiller. Et vers 12 ans, elle a une scoliose secondaire à son atteinte neurologique. Quels sont les paramètres cliniques et radiologiques sur lesquels vous allez la suivre? Alors, le suivi d'une scoliose, il y a plusieurs choses auxquelles il faut penser. Il faut penser à 4 choses différentes dans la scoliose. Il faut penser déjà à la cause de laquelle est la cause de la scoliose. Ici, on la connaît déjà, donc on ne va pas y penser. Mais vous, quand vous pensez scoliose, il faut penser quelle est la cause de la scoliose. La deuxième chose à laquelle il faut penser, c'est quelle est la gravité ou l'importance de la scoliose, c'est-à-dire l'importance des angles et des déformations. Donc, dans mon examen, je vais essayer d'examiner l'importance des déformations de plusieurs façons différentes, par l'examen clinique et par la radio. Ensuite, il faut connaître l'évolutivité, ça c'est très important, quel est le potentiel évolutif. En fait, la scoliose, elle va évoluer doucement pendant l'enfance et puis de façon très très importante pendant la puberté, pendant la phase de croissance rapide, juste avant la fin de la puberté. Donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir la surveiller. Et puis la dernière chose à laquelle vous pensez, c'est quelles sont les complications. Complications principales de la scoliose, c'est les douleurs, les complications neuro, les complications respiratoires. C'est assez simple. Donc vous allez voir, on va revenir tout le temps sur ces 4 choses différentes. Étiologie, on a dit qu'on n'en parlait pas. Importance de la scoliose, évolutivité de la scoliose et gravité ou complications de la scoliose. Alors, poids, taille, puisque c'est au moment de la croissance rapide qu'elle va s'aggraver. Donc ça, c'est important. On commence par corriger l'inégalité, c'est-à-dire on met un petit cale sous les pieds pour que le bassin soit bien horizontal, sinon on ne peut pas examiner un dos. Si le bassin est tordu, on va avoir des choses qui sont en fait artefactées par le fait que le bassin n'est pas droit. Donc il faut mettre des cales sous les pieds pour que les jambes soient de la même hauteur. Bon. On regarde la symétrie des épaules, des omoplates, des plis de la taille. Ensuite, on va regarder les courbures. Donc quelle est l'importance de la scoliose et de son retentissement? Ça, c'est les distances avec le fil, donc les distances L3 fil. L3 fil, excusez-moi, en bas L3 fil, c'est 7 fils, ou fil pli interfessier. Donc comme ça, on va voir l'importance de la lordose cervicale, de la syphose dorsale, de la lordose lombaire. Fil pli interfessier pour voir si la scoliose est équilibrée ou pas, c'est-à-dire le fil, est-ce qu'il passe par le pli interfessier ou pas. Et puis, s'il y a une chose qu'il faut que vous reteniez bien sûr quand on parle de scoliose, c'est la gibbosité. Donc c'est la mesure de la bosse qu'on fait en antéflexion. Donc c'est là-dessus qu'on surveille surtout la scoliose. Je continue. Comme je vous ai dit, on va rechercher des complications. Deuxième chose importante, les complications, c'est les douleurs, les anomalies neurologiques, les anomalies respiratoires. Troisième chose, quelle est l'évolutivité? On a parlé de la taille tout à l'heure. Maintenant, je vais parler de signes pubertaires, puisque c'est pendant la puberté qu'elle s'aggrave. Les signes pubertaires, qu'est-ce que c'est? Les stades de Tanner et puis les règles pour la petite fille. C'est-à-dire que quand les règles apparaissent, la puberté est terminée, la phase de croissance rapide est terminée. Donc c'est un bon signe, c'est un signe de bon pronostic pour la scoliose. Qu'est-ce qu'on fait sur le plan radiologique? Encore une fois, on a toujours les mêmes choses en tête. La radio, on fait un rachis-sentier debout de face. Un rachis-sentier debout de face. Debout de face et en charge. Vous pouvez rajouter en charge là-dessus. La première chose qu'on mesure, c'est l'angle de Cobb. Quelle est l'importance de la scoliose, encore une fois. Et de profil, on va regarder les syphoses et les lordoses, qu'on mesure aussi. Et puis, encore une fois, on pense évolutivité. Évolutivité égale quel est l'âge osseux. Et l'âge osseux, on peut faire soit l'indice de Risser sur une radio de bassin, soit une radiographie de main de face pour l'âge osseux au poignet. Voilà. Donc là, j'ai fait surtout un dossier de handicap de l'enfant. Le handicap de l'enfant, vous tomberez toujours sur une pathologie que vous ne connaissez pas bien, parce que les pathologies handicapantes de l'enfant, elles sont pas fréquentes. Généralement, elles sont pas à savoir. Donc il faut savoir que les concepts généraux sont toujours les mêmes. Vous les réappliquez quelle que soit la pathologie. Et donc, il y a le suivi d'un nourrisson, d'un enfant, l'évaluation du handicap, l'enfant handicapé, encore les techniques de rééducation, les AVC puisqu'elle a eu un AVC, et puis les complications spécifiques de l'enfant, convulsions de l'enfant, déficit neurologique, les douleurs de l'enfant, les douleurs abdos de l'enfant et l'anémie avec la drépanocytose.